Madame, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité à TFM. Bienvenue dans Soir d'Info. La suite avec nous ce soir, Madame Nian Aminata Fall. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Présidente de l'Association des juristes sénégalaises. Avec nous également le professeur Aïda Sylla. Bonsoir, professeur. Professeur Aïda Sylla, vous nous entendez ? Bonsoir, professeur Aïda Sylla, est-ce que vous nous entendez? Alors, professeur Aïda Sylla, que nous allons reprendre, elle est psychiatre, chef du service de psychiatrie et de psychologie médicale de l'hôpital de Fann. Merci d'avoir accepté donc de participer à ce débat sur les violences conjugales, débat que nous posons à la suite de l'affaire Dieynaba Ndiaye, qui défraie la chronique Madame Nian Aminata Fall. Cette affaire est pendante donc devant la justice. Les deux concernés sont dans les liens de la détention. Dame Justice se chargera de trancher, donc de dire le droit, mais présidente Aminata Fall Nian, cette affaire a provoqué un tsunami de réactions au moment où l'AJS célèbre un demi-siècle d'existence. Est-ce à dire que la lutte contre les violences, de façon globale, est un combat perpétuel? Je vous remercie, Chérif, de m'avoir invité. Et sur la question des violences, il y a tellement à dire qu'on ne sait même pas par quel bout commencer. C'est un combat perpétuel, mais je pense que c'est aussi un combat de société. Aujourd'hui, nous avons une forme d'exacerbation des violences conjugales et des violences de manière générale. Les violences ont toujours plusieurs origines, notamment l'origine d'abord génétique, ça peut être maladif, psychiatrie et autres, mais aussi ça peut être tout simplement psychologique. Vous avez le stress, la peur, le sentiment quelque part qu'on perd le contrôle sur quelqu'un ou sur quelque chose. Et puis aussi les violences socio-économiques, et de mon point de vue, c'est celles qui sont les plus nombreuses. Parce que ce sont les violences qui engendrent tous ces coups, blessures que l'on voit dans les couples et qui souvent naissent de ce sentiment de domination que l'un des conjoints veut exercer sur l'autre et qui aboutit à des situations extrêmes comme celles que nous venons de voir et qu'on ne peut pas comprendre. Deux personnes qui se sont aimées, qui s'aiment encore, qui se marient, on ne peut pas comprendre que ça en arrive à ce niveau-là. Et donc il y a un aspect psychologique véritablement à étudier de ce point de vue-là. Oui, effectivement, du miel au fiel, il y a qu'une seule lettre de différence. Sur cette affaire exactement, est-ce que l'AJS a une position et comment vous avez vu cette vague d'indignation et d'émotion? Une position, oui, certainement. Une position d'abord de condamnation de toutes les formes de violence et bien entendu, en l'occurrence, des violences conjugales. Une position également d'apport, d'assistance. Parce que il ne faut pas oublier que nous avons des boutiques de droit et que l'une des raisons pour lesquelles ces boutiques ont été ouvertes, c'est pour pouvoir apporter assistance aux personnes en danger. Nous avons un numéro vert qui permet de saisir l'AJS du lundi au vendredi aux heures ouvrables, mais nous ne pouvons pas aller au-delà. Et c'est là tout le souci. Il serait bon que l'AJS, au-delà de ce qu'elle fait, puisse être appuyée par l'État ou que l'État lui-même prenne en charge ces questions comme un peu dans d'autres pays en Occident, où vous avez des numéros où à n'importe quel moment vous appelez, vous êtes pris en charge parce que les violences sont importantes. Mais là, véritablement, là où on a une difficulté, c'est quand même dans ce dossier-là, c'est peut-être le temps que cela a pris pour que sur le plan juridique et judiciaire ce soit pris en charge. Le cas de l'affaire Dieynaba Ndiaye, vous parlez? Dont vous parlez, exactement. Voilà, l'AJS peut apporter son soutien, mais encore faut-il qu'elle soit sollicitée, ou elle peut même s'auto-saisir. Essayer de voir ce qui s'est passé, savoir exactement, comme on dit en général, les causes, les effets, les conditions de toute cette situation. Les tenants et les aboutissants. Les tenants et les aboutissants, comme on dit. On entend une version, c'est important peut-être de maîtriser toute l'histoire. Exactement. Nous préférons d'abord maîtriser l'histoire avant de pouvoir faire quelque chose. Tout à fait. Professeur Aïda Sylla, je le disais en direct avec nous au bout du fil. Bonsoir professeur, est-ce que vous nous recevez? Bon, malheureusement, on a quelques difficultés. Bonsoir professeur Aïda Sylla, vous nous entendez? Elle ne nous entend toujours pas. Alors, Madame Aminata Fall Nian, l'AJS a un demi-siècle, donc je le disais. Vous en avez vu des cas de violence, j'imagine, des plus extrêmes. Peut-on dire que la violence conjugale, en l'occurrence, est structurelle au Sénégal?
Structurelle, je ne dirais pas. Mais peut-être qu'on peut dire qu'elle a cette tendance à augmenter, peut-être dû, et là les sociologues nous diront peut-être à partir de leurs études, peut-être dû aux problèmes socio-économiques de plus en plus exacerbés. Parce que les violences, derrière, souvent, il y a des problèmes de pauvreté, des problèmes d'urbanisation galopante, de conditions de vie difficiles, de chômage. Et donc, tout cela exacerbe les violences. Et nous pensons que à la base de ces questions, de cette question de violence conjugale, il y a cela. Il y a aussi ce rapport de domination dû au patriarcat qui est en fait un peu ici la pratique dans nos pays. La domination masculine. La domination masculine sous forme de patriarcat. Je parlerai de patriarcat parce que c'est un patriarcat hérité. Lorsque nous avons fait notre symposium, nous avons eu d'ailleurs un panel sur cette question qui était très très intéressant. Si nous remontons dans notre histoire, dans nos traditions, jusqu'à la charte de Karakanfuga et dans les écrits de Cheikh Anta Diop, nous verrons que ce qui se passait dans nos traditions, c'est d'abord le matriarcat, une sorte d'équilibre de la famille, assuré par l'épouse, assuré par la mère, et qui a disparu avec la colonisation, le bouleversement que cela a apporté au niveau social, et l'apport également de cette culture étrangère, culture occidentale, qui a été jusqu'à être traduite dans nos textes, dans le code de la famille, hérité les textes, le code civil aussi, hérité du code français, du code Napoléon, et où le patriarcat est la règle. Donc, en dehors de cela, je pense qu'il faut que nous travaillions sur cette question de tendance à la domination, et ça nous pousse à inciter, à demander à ce qu'on réfléchisse sur tout ce qui concerne la question de genre, de rapport de genre égalitaire. Et c'est sur cela que nous travaillons, fondamentalement. Alors, on va essayer une dernière fois avec la professeure Aïda Sylla, psychiatre, chef du service de psychiatrie et de psychologie médicale de l'hôpital de Fann. Vous nous entendez, professeur? Bonsoir. Oui, voilà, cette fois-ci, ça marche. Alors, je le disais, vous êtes chef du service de psychiatrie et de psychologie médicale de l'hôpital de Fann. Vous travaillez sur les questions des violences. On sollicite là votre point de vue clinique sur la question. D'abord, corrigez-moi si je me trompe, mais si on élargit le spectre, on peut évoquer les violences basées sur le genre, mais quelle est la partie de la violence conjugale dans les formes de violence que vous diagnostiquez, en tout cas chez les patients ou victimes que vous recevez? Oui, en fait, nous recevons entre autres des femmes qui demandent parfois de l'aide pour cause de violence, que ça soit une demande spontanée ou bien des femmes qui sont confrontées à des difficultés psychologiques et qui, lors de leur prise en charge, vont exprimer une situation de violence au niveau de leur couple. Alors, il faut savoir que ce sont des choses assez fréquentes. Dans un contexte où il existe des codes traditionnels assez sexistes, parce que vous l'entendez tous dans le mariage, ce qu'on va dire aux épouses, je ne dis même pas aux époux, c'est souvent aux épouses, c'est que le mariage n'est pas agréable, il n'est pas gai, il faut être résilient, de pouvoir métier, au point où, parfois, même quand les femmes sont l'objet de violences dans leur couple, elles peuvent considérer cela comme étant normal. Parce qu'on leur dit que tu vas souffrir, cela va être dur. Mais en plus, les personnes, si elles peuvent se retourner pour demander de l'aide, peuvent dans un premier temps minimiser cette souffrance et leur faire comprendre que c'est parce que tu vas être résiliente, parce que tu vas supporter, que tu auras des enfants qui vont réussir. Ça, c'est une idée qui circule dans les croyances populaires et qui fait que parfois il y a un silence autour de ce qui est vécu jusqu'à ce qu'on puisse en arriver quelquefois à l'irréparable. C'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai discuté en préparant cette émission avec l'excellente professeure Fatoumata Anne, socio-anthropologue, qui a attiré mon attention sur les univers sémantiques et les registres explicatifs qui sont dans la justification. Alors que rien n'explique la violence, bien évidemment, mais comment expliquez-vous ces ressorts d'acceptation de violence? Est-ce que c'est le fatalisme sénégalais finalement?
Allô, je ne vous entends plus. Oui, je disais, comment expliquez-vous ces ressorts d'acceptation de ces violences? Est-ce que c'est le fatalisme sénégalais? Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que des codes traditionnels qui sont comme ça. C'est l'image qui est projetée, c'est l'idée qui est développée que les choses devraient être comme ça. Mais dans un contexte où on n'en arrivait pas quand même à la violence, qui pouvait être contenue par l'environnement, parce que le couple était rarement laissé à lui-même. Avant, on vivait dans la grande famille. Et dans la grande famille, quand il y a les beaux-parents, les belles-sœurs, les beaux-frères, il est exceptionnel qu'on puisse arriver à un certain degré de violence sans que les autres n'interviennent pour séparer, pour faire de la médiation. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous avez un couple complètement isolé, vivant seul, il n'y a pas de tiers pour s'interposer quand des communications violentes ou des interactions violentes commencent à se manifester. Donc, ce mode de vie qui est aussi pour beaucoup, sans compter maintenant un peu ce qu'on pourrait appeler l'individualisme, l'isolement, la compétition, ce sont toutes des choses qui vont entrer en ligne de compte dans cette émergence de la violence. Parlez-nous des patients, je ne sais pas d'ailleurs comment les appeler, des patients ou des victimes que vous recevez, donc les patients ou les victimes, je me répète. Est-ce que les violences sont présentes à tous les niveaux, donc dans toutes les catégories sociales ou pas? Ah oui, nous les rencontrons dans toutes les catégories sociales, mais quand même, dans notre expérience, je pense que c'est beaucoup plus dans les couples dits modernes, malheureusement, on les observe le plus. Peut-être que dans les autres couches, il y a une autre forme de violence qui peut être économique, parfois psychologique, des femmes qui demandent des moyens qu'elles n'ont pas, pour les maris peinent à s'occuper, etc. Alors que dans le contexte citadin moderne, c'est là que nous avons la véritable violence, parfois avec des coups, des blessures, des situations, des manifestations, contrairement d'ailleurs à ce qu'on pourrait imaginer. Qu'est-ce que vous appelez couple moderne? Qu'est-ce que vous appelez couple moderne? Est-ce que, par exemple, pour reprendre en tout cas le cas du docteur Mbaké et de Madame Dieynaba Ndiaye, est-ce que vous qualifiez ce couple de couple moderne? Je ne connais pas ce couple et c'est une affaire dont je ne peux pas et je ne veux pas parler parce qu'à ce niveau, je n'ai aucune information émanant donc d'une autorité connaissant bien ce dossier. Je pense que tout ce que j'en ai entendu, c'est la base d'influenceurs qui en parlent sur les réseaux. Donc c'est quelque chose que je ne maîtrise pas et dont je ne pourrais pas parler. Oui, bien sûr. Alors quand je parlais tout à l'heure de couples modernes, ce sont des couples qui vivent en milieu urbain. Oui. Donc des personnes qui ont un emploi, qui vivent seules et donc qui ont été à l'école, à l'école française, si je puis ainsi dire, et donc qui vivent voilà, d'une manière qu'on pourrait qualifier de moderne, avec des outils moderne qui pourrait leur faciliter la vie de tous les jours. Oui, restez avec nous, professeur Aïda Sylla. Madame Niang Aminata Fall, est-ce que vous, au niveau de l'AJS, vous arrivez à distinguer les formes de violence selon les auteurs? Absolument. Moi, je dois peut-être apporter un complément à ce que dit le professeur Sylla. Quand elle parle de couple moderne, il ne faut pas occulter le fait qu'il y a des violences muettes. C'est-à-dire que les victimes sont muettes. Les victimes ne se plaignent pas. Les violences sont certes très exacerbées en milieu urbain. Et j'avais expliqué que l'urbanisation galopante, avec tous les risques que cela pose, de chômage, de promiscuité, etc., peuvent être, pas justifiées, mais être une des causes de ces violences. Quand nous recevons les victimes
au niveau des boutiques de droit, qui sont implantées pour la plupart dans des banlieues, mais également dans toutes les autres régions, dans 7 autres régions du Sénégal. 7 sur 14. Nous avons 9 boutiques dans 7 régions. Les boutiques de Dakar sont à la Médina, à Pikine. Et nous couvrons également la zone de Kermassa, parce que nous n'avons pas d'autres boutiques ailleurs, et une boutique également à Fass, Colobane, Gueule Tapée. Et je peux vous dire que la boutique, en particulier celle de Pikine, reçoit des violences à des niveaux incroyables. Et c'est toutes les catégories. On a des couples jeunes, plus âgés. On a également des violences de tous ordres, économiques, psychiques, sexuelles. Et dans les régions, c'est la même chose. On a une boutique à Ziguinchor, à Kébémer, à Kolda, et nous avons exactement les mêmes violences. Quand vous allez dans la zone de Casamance, ce n'est plus la ville, à la limite. Parce que vous avez Ziguinchor qui couvre la ville de Ziguinchor et toute la zone autour. Mais je peux vous dire que les personnes que nous recevons sont des personnes qui, le plus souvent, vivent effectivement dans la ville, mais également un peu plus loin. Et ce que l'on note véritablement, c'est que les violences qu'elles subissent, elles arrivent à un point de non-retour quelquefois, qui peuvent impacter leur santé mentale, ces victimes. Parce que la question de la santé mentale, elle est importante. Il y en a beaucoup qui endurent, qui encaissent et qui, avec la pression sociale, ne viennent pas. Je pense que le docteur l'a dit, souvent on vous met la pression pour que vous vous mariez, vous prenez un certain âge. Une fois que vous y êtes, on vous demande d'être résilient. Vous êtes marié tard, il faut que vous comme on dit en Wolof, soyez patiente, endurante. Et ça affecte la santé mentale des personnes. Sauf que là, vous traitez la question sous le prisme féministe, j'ai envie de dire. C'est vrai, les femmes en sont souvent victimes, très souvent d'ailleurs, mais est-ce que la violence conjugale doit être analysée sous le prisme féministe? Qu'est-ce que vous voulez dire par féministe? C'est une femme qui est attaquée, c'est une femme qui est violentée. Et donc nous sous le prisme militante en tout cas. On est forcément militante dans des cas comme ça. Et je pense que même les hommes devraient avoir cette réaction militante. On ne les traitera pas de féministes parce que ce sont des hommes qui réagissent, mais je pense qu'ils ont... Il y a des hommes féministes. Il y a des hommes féministes, mais souvent les féministes, on considère que ce sont des femmes. Mais il y a des hommes féministes. Et je dois dire que la plupart des hommes sont normaux, entre guillemets. Ils ne sont pas violents. Je pose la question parce que la violence sur les hommes n'est pas audible aussi. Est-ce que ça aussi vous l'entendez? Nous l'entendons, mais dans des proportions moindres. J'avoue qu'il nous arrive de recevoir dans nos boutiques des hommes qui se plaignent effectivement d'une certaine forme de violence. Mais souvent, ce ne sont pas des violences physiques. Ce sont des violences psychologiques. Voilà, des femmes qui maltraitent... Ça fait mal aussi, hein, la violence psychologique, la violence verbale, effectivement. Les femmes sont dans la violence verbale, psychologique, alors que les hommes, effectivement, combinent verbal, psychologique et des fois physique. Professeur Aïda Sylla, j'aimerais revenir avec vous sur les conséquences de cette violence. On parle de souffrance émotionnelle, blessures physiques, comme on l'a vu malheureusement sur le cas qui nous sert de prétexte. On parle également de stress post-traumatique. Quelles sont les conséquences globales? Oui, les conséquences physiques, elles sont évidentes. Ce sont les blessures qui vont des blessures légères, des fractures et parfois même jusqu'à la mort, parce qu'il est possible de voir des époux tuer leur conjoint. Au niveau psychologique, c'est une grande souffrance, une détresse psychologique jusqu'à la dépression, même certains cas de suicide. Mais quelque chose que l'on oublie souvent dans ces violences dans le couple, ce sont les conséquences sur les enfants qui assistent à des scènes violentes qui mettent en jeu leurs parents. Ces enfants aussi peuvent être touchés psychologiquement et juste même dans leur développement ultérieur. Et ce sont des éléments importants dont il faut tenir compte lorsqu'on veut assurer une prise en charge globale de ces violences qui peuvent subvenir au sein d'une famille.
Le processus de socialisation et la manière d'éduquer au Sénégal, en tout cas d'éduquer un homme, un homme ne doit pas paraître faible, c'est ce qu'on nous dit, et ça fait des ravages chez les jeunes garçons victimes de tout type de violence et qui s'enferment finalement dans une certaine mixité, j'ai envie de dire. Est-ce que cette dimension de la violence, professeur Aïda Sylla, les violences sur les garçons, peut être considérée comme un impensé de cette question? Oui, en fait, tout à l'heure, vous l'avez abordé, la violence sur les hommes. Oui. Ça revient souvent lorsqu'on parle de la violence sur les femmes. Mais vous savez, pour parler de violence, il faut la négation de l'autre. La négation de l'autre, la projection d'une force sur l'autre, ça suppose déjà, dans le rapport à la base, une domination. Oui, de la violence de femmes sur les hommes, on en voit. Par exemple, il y a beaucoup de garçons qui subissent de la violence psychologique de la part de leur mère. Aujourd'hui, avec le phénomène d'immigration clandestine, lorsque vous écoutez certains candidats à cette immigration, qui peut être parfois comparée à un suicide, mais ils vont vous dire, je ne peux plus supporter les regards et les plaintes de ma mère. Parce qu'il y a des discours très violents qui peuvent venir des mères sur leurs garçons et qui les poussent à des actes violents sur eux-mêmes. C'est de prendre une pirogue, de partir, de disparaître pour pouvoir signifier quelque chose, pour pouvoir être un produit qui reviendra sortir sa mère de cette situation. Donc, ce sont des modèles différents qu'il faut savoir saisir à ce niveau-là. Est-ce que vous recevez des cas vraiment spécifiques d'hommes violentés ou de garçons, parce que je le disais au niveau également des jeunes garçons qui subissent tout type de violence, est-ce que vous recevez des cas pareils à l'hôpital de Fann? Oui, dans les thérapies de couple, on a souvent de la souffrance masculine liée à la violence. Ça va dans les deux sens. Mais comme elle le disait tantôt, c'est beaucoup plus de la violence psychologique, de la pression, etc., qui peut venir de la conjointe comme du conjoint. Madame Niang, présidente de l'AJS, les dispositifs de prise en charge et d'accompagnement sont-ils à la hauteur du mal? Parce que le mal est là. Souvent, nous sommes là comme palliatif. Parce que nous réglons des cas et d'autres se posent. Et donc, la cause véritable de la violence, du point de vue sociologique, elle n'est pas encore traitée. Donc, au niveau de l'AJS, nous pouvons qu'apporter des solutions juridiques, judiciaires, d'accompagnement, mais également, on essaie d'avoir une prise en charge la plus holistique possible, en orientant certaines victimes qui manifestement sont perturbées vers des centres, vers des psychologues ou des psychiatres. Cela nous arrive aussi et nous travaillons en étroite relation avec ces médecins-là. Mais la prise en charge, elle est insuffisante. Et c'est ce que je dis, ça ne peut pas rester au niveau associatif. Il y a, je pense, quelqu'un disait tout à l'heure dans nos travaux, il faudrait qu'on fasse une sorte de NEP national. On en parle depuis toujours, selon les domaines. Mais là, en ce qui concerne les violences, il faudrait qu'on le fasse. Parce qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi autant de violence. Il est vrai qu'avec les médias, c'est plus mis en exergue. Voilà, on en parle, il y a les réseaux sociaux, les pétitions, etc. Mais ce sont des violences qui ont toujours existé. Peut-être qu'elles sont davantage mises en lumière, et ça peut donner l'impression qu'il y en a encore plus. Mais les statistiques que nous avons au niveau des boutiques de droit ne nous trompent pas. Nous avons les chiffres sont alarmants. Les chiffres sont alarmants, les chiffres sont là. Et c'est beaucoup plus, encore une fois, des femmes que des hommes sans verser dans un féminisme outrancier. C'est les cas, c'est la situation. La domination masculine s'exerce de la manière la plus difficile possible sur les femmes et c'est ce que nous constatons au niveau de nos boutiques de droit. Dernière question pour vous libérer, professeur Aïda Sylla. On va terminer avec vous sur cette question. C'est votre domaine. Les dispositifs de prise en charge et d'accompagnement sont-ils à la hauteur et quel est votre message? Oui, en fait, c'est l'écoute, c'est l'accompagnement avec les moyens dont nous disposons. Parce qu'il faut savoir que les structures psychiatriques existent. Nous commençons à couvrir les régions,
mais avec encore des effectifs insuffisants pour s'occuper des maladies mentales, mais aussi des questions de souffrance psychologique. Parce que dans les régions, les structures qui existent, nous avons au maximum un psychiatre. Et ça, ce sont des questions qui peuvent être prises dans des structures où nous avons des équipes avec des psychiatres, des psychologues, des travailleurs sociaux, parce que ça peut supposer parfois des visites à domicile, des activités de réinsertion, etc., etc. Et je crois que les structures de santé mentale devraient être renforcées, aussi bien au niveau de Dakar qu'au niveau périphérique dans les régions, afin que ces questions-là puissent être efficacement prises en charge à côté maintenant de l'accompagnement des personnes souffrant de maladies mentales. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Aïda Sylla, d'avoir été avec nous, psychiatre, chef du service de psychiatrie et de psychologie médicale de l'hôpital de Fann. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. On termine avec vous, Madame Niang Aminata Fall, présidente de l'Association des juristes sénégalaises, l'AJS, qui fête un demi-siècle d'existence. Manifestement, il y a encore du boulot, même si vous avez fait du bon travail depuis 1974, date de la création de cette association. Vous avez organisé donc 3 jours d'événements. Vous en sortez un peu éreinté, mais vous avez tenu à être là pour parler de ce sujet très important. Quelles sont les résolutions ? Beaucoup de recommandations. Nous avons d'abord eu des panels de très haut niveau, des participants qui sont venus aussi bien du Sénégal que de la sous-région, avec beaucoup de pays, et même de l'Afrique du Nord, puisque nous avions même la Tunisie. Oui. Nous avons fait une sorte de rétrospective un peu de nos différentes actions pour voir sur quelles avancées on peut, de quelles avancées on peut se targuer, qu'on peut mentionner. Travailler davantage. Mais il y a encore beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Et moi, je cite souvent un instrument juridique qui est très important, parce que signé par la plupart de nos États, c'est le protocole de Maputo. De Maputo, oui, parce que le protocole de Maputo, on le martèle. Il y a 32 articles dans le protocole de Maputo qui couvrent absolument tous les droits des femmes, tous, que ce soit en matière de santé, d'éducation, de droits économiques. C'est le texte le plus parfait. Sociaux et culturels. C'est le texte le plus complet à ce jour. Le plus complet, voilà. Le plus complet. Et parce que quand vous regardez par exemple la Déclaration des Nations Unies, je pense que c'est elle, il y a peut-être un seul article sur les droits des femmes, 2 ou 3. Mais là, c'est un article dédié aux femmes et qui comporte absolument, sur les 32 articles, toutes les dispositions nécessaires qui doivent être mises domestiquées par les États. Et donc, nous avons fait une sorte de revue de ce document, quasiment dans ses principales rubriques que sont l'éducation, la santé, l'emploi, et nous nous sommes rendus compte qu'il restait encore beaucoup à faire, parce que c'est très bien de signer des documents, des conventions. Après, il faut les respecter. Après, il faut respecter, il faut l'effectivité, et tout le problème est là, c'est au niveau de l'effectivité. Même une loi nationale, vous l'adoptez, si elle n'est pas suivie des faits, elle ne sert à rien. Et donc, pour en revenir peut-être un peu au débat de tout à l'heure, au-delà de la question de la prise en charge des situations, il y a aussi l'éducation, la formation, les plaidoyers, la sensibilisation, qui sont des éléments importants pour pouvoir réduire certaines inégalités et aussi apporter, si vous voulez, un niveau de conscientisation au niveau des populations de certaines préoccupations, notamment en termes d'inégalité de genre. Et sur la présence également dans les instances de décision, parce que ça aussi c'est une préoccupation majeure. Sur une échelle de 10, comment jugez-vous l'empowerment des femmes ici au Sénégal? Au Sénégal? Oui. Peut-être que je le dirais comme ça, sans études préalables, mais je parlerai de 4. 4? Oui. Oui. Même pas la moyenne? Même pas la moyenne? Oh non, on n'est pas dans la moyenne. Vous savez, il y a eu cette loi sur la parité. La parité adoptée en 2010 et qui permet donc cette parité absolue homme-femme dans les instances électives et semi-électives. Mais on a combien de violations de cette loi sur la parité? On a plus de 100 recours au niveau on a eu plus de 100 recours. Oui, absolument, plus de 100 recours au niveau des tribunaux, parce que la parité n'a pas été appliquée dans des collectivités territoriales et même à l'Assemblée nationale où le bureau n'était pas paritaire. Donc c'est une étape.
c'est une étape vers un peu plus de leadership féminin, un peu plus d'inclusion des femmes, de participation des femmes dans la vie. Vous savez, si quelqu'un le disait tout à l'heure, si vous deviez faire l'évaluation de la non prise en compte des femmes, de la non prise en compte du genre dans les politiques et programmes, mais peut-être que vous auriez des conclusions, une évaluation qui vous fera peur, parce que vous verrez tout ce qu'on perd à ne pas les inclure. Oui. Oui. Il suffit donc simplement de relever un peu la barre pour voir tout de suite la différence. Pour un développement durable, je pense qu'on ne peut pas laisser la moitié de la population malade. De l'humanité. Merci beaucoup, Madame Nyan Aminata Fall. C'est important d'insister là-dessus. C'était un plaisir de vous recevoir. Moi aussi. Les activités, c'est fini. C'est fini. Nous avons un gros travail à faire maintenant. Et le ministre de la Justice nous y a exhortés, de même que toutes les personnalités qui sont passées. Le ministère de la Famille y était. Des dames de très haut niveau, vraiment, qui nous ont demandé qu'il y ait une suite. Donc, un rapport général sera établi avec un recensement de toutes les recommandations qui ont été formulées et surtout des actions qui sont préconisées, que ce soit au sein des acteurs ou alors, même au-delà, en relation avec l'État. Parce qu'il faut impérativement que, justement, l'agenda 2050 dont on parle, de transformation, la vision 2050 de transformation du Sénégal, fait beaucoup référence à l'équité, à l'égalité sociale et donc et à l'inclusion et fait référence expressément, encore une fois, à la question de la prise en charge des femmes et de la promotion de leurs droits. Et maintenant, donc, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer et nous tendons la main, nous travaillerons en tout cas pour ça et nous ferons nos propositions. Merci beaucoup, Madame Aminata Fall Nyan, présidente de l'AJS. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci également au professeur Aïda Sylla qui était avec nous au bout du fil. Merci à vous, restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.